Cette porte d'entrée, très bien restaurée, elle a été restaurée en 1979. Elle présente plusieurs arcs. Et l'intérêt, c'est entre l'arc le plus bas et le second, on voit qu'il y a un trou. Et c'est là-dedans où il y avait l'herse pour fermer la porte. Et tout en haut, il y a les restes d'un ancien chemin de ronde. Peut-être que ce chemin de ronde faisait le tour pour surveiller un peu partout, voir s'il n'y avait pas des assaillants. La partie haute, la partie supérieure de la tour a été modifiée. On a rajouté la tour de l'horloge à peu près vers la Révolution française. Et ensuite, on a changé l'horloge à la fin du XIXe siècle. Donc ça a été, on voit bien l'ajout, hein. Les pierres sont plus droites, plus lisses. En dessous, vous avez les restes d'une ancienne fontaine, la fontaine de la vieille porte. Certains disent qu'elle date de 1616. On verra, c'est Guillaume d'Hugues, qui est dans sa maison juste là derrière, qui doit avoir construit cette fontaine. Alors, on sait depuis peu d'où venait l'eau, puisque quand on a créé l'adduction d'eau dans le village en 1961-62, on a percé la rue et on a trouvé des canalisations en terre cuite. Ces canalisations remontaient vers la colline Gastafer. Gastafer qui signifie qui abîme les pioches, parce que c'est une... voilà. Oui, puisqu'il y a beaucoup de pierres là, sur cette colline. Donc c'était la fontaine du village. Ensuite, et on a voulu construire une autre fontaine, parce que après celle-ci ne servait plus, avec l'eau de la rivière de Lussac, qui est juste là, du ruisseau de Lussac. On a percé, mais on ne savait pas trop comment faire venir l'eau ici. Donc plutôt on a percé un puits en plein milieu de l'ancienne place là où nous étions, un puits qui servait aux habitants. Sauf que au bout d'un moment, il y a eu beaucoup de cas de typhoïde dans les années 1930, et là ça c'était vraiment terrible. Il y a eu d'ailleurs 2 cas mortels, si je ne me trompe pas. Il a fallu trouver une autre solution, et c'est là où on s'est dit qu'il fallait installer l'eau courante dans le village. Sauf que ça va prendre pas mal d'années, puisqu'il faudra attendre dans les années 60 pour installer l'eau courante. Mais au départ, la fontaine était ici. Ça doit parler aux Pouzzolais, non? Quand même un petit peu, c'est la célébrité de Pouzzol. Alors, Guillaume d'Hugues, il faisait partie de la famille d'Hugues. C'était les seigneurs de Pouzzol. Il remonte à peu près au XIe siècle, on a déjà des traces de cette famille. Et Guillaume est le plus célèbre, puisqu'il a eu une grande carrière dans la religion. Guillaume est né en 1570. Il est le fils de Michel d'Hugues, qui était à ce moment-là seigneur du Villard, on l'appelait le seigneur du Villard. Et Guillaume c'était le cadet, le 3e sur 4 enfants. Généralement, les cadets, on les envoyait dans les ordres religieux. C'était l'aîné qui récupérait la seigneurie. Et donc, il va intégrer l'ordre des franciscains. Il va partir et intégrer l'ordre en Avignon. Et il va vite faire une carrière. Il va rester à peu près une dizaine d'années et il va devenir général de l'ordre. Donc on voit qu'il prend du galon. Mais ensuite, certainement quelqu'un de très valeureux dans le domaine de la religion, hein, on va dire, il va devenir, on va le nommer archevêque d'Embrun, dans les Hautes-Alpes. Donc il va devenir archevêque, et c'est d'ailleurs aussi Guillaume d'Hugues qui va ordonner Richelieu évêque à Paris. Vous voyez, c'était quelqu'un d'important. Il a été très ami avec Henri IV et ensuite avec Louis XIII. Il a joué un rôle important, mais il n'a jamais oublié son village. D'ailleurs, donc, on lui doit normalement la construction de cette fontaine, et on va voir dans l'église qu'on a conservé ses dons. En fait, on va voir le bénitier qu'il a offert à Pouzzol, et aussi il a financé certainement, en tout cas, une partie de la construction de l'église. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être parti ailleurs, mais qui n'a jamais oublié son village, qu'il avait dans son cœur. Et là, donc, c'est peut-être son ancienne maison. Donc on va voir les maisons du village conservent bien, on voit déjà qu'elles sont bien en pierre de taille. Vous voyez cette pierre qu'on appelle la pierre de Pouzzol, parce qu'ici, une des richesses de Pouzzol, c'était les carrières de pierre qui étaient plus vers la rivière. Et on va voir, donc tout est en calcaire, et toutes les maisons ont des traces de ce passé. On va découvrir un peu comment vivait dans ce village en partant un peu plus loin, parce que il y a une autre maison qui est un peu plus caritative, vous allez voir. J'aime bien, c'est la visite un peu intime, on est tous bien serrés les uns contre les autres. C'est étroit, c'est fait pour.
Alors, je vous dis, au Moyen-Âge, on économisait au maximum l'espace. On faisait des petites ruelles parce qu'on avait besoin d'espace pour les maisons. Et vous voyez, là, on voit bien que les maisons sont étroites et hautes. Et elles sont organisées pratiquement toutes selon le même modèle. Quel que soit le village dans lequel vous allez, dans la vallée de l'Hérault, vous trouverez le même modèle de maison du village. Ça date les premières du Moyen-Âge et on va continuer jusqu'à peu près au XVIIIe siècle. Toutes les maisons ont 2 portes en bas. Alors il y en a une, celle-ci, je pense qu'elle doit peut-être modifiée, je ne sais pas. Parce que normalement il y a une porte qui est plus grande que l'autre. Une grande porte qui donne sur un entrepôt. Généralement c'est un espace voûté en pierre. C'est celle-là. Oui, là c'est une cave voûtée. C'est une cave voûtée. Oui, complètement. Ouais. Et c'est là où on conservait bien sûr les aliments et aussi c'est là où on rangeait les outils, on rentrait la charrette. Et aussi on mettait les animaux le soir. On en a toujours un âne, un mulet et puis des bêtes. On mettait là. La seconde porte, donc super avec l'escalier derrière, donc donne sur un escalier qui permet d'accéder au premier étage. L'escalier commence toujours avant la porte pour protéger la porte de l'eau de pluie. Et donc cet escalier rejoint le premier où la famille vit. Généralement, il y a peu de pièces à l'époque. Il y avait 2-3 pièces pour à peu près une dizaine de personnes. Parce qu'on vivait avec les grands-parents, les tantes et l'oncle. Tout le monde vivait ensemble dans très peu d'espace. Donc ici. Et enfin, vous avez généralement un second étage. Alors selon la maison, ça dépend. On verra soit une toilette beaucoup plus grande, soit plus petite. C'est là où on stocke la paille. Et ça, peut-être que certains pourront me donner l'info. On ne voit plus de poulet extérieur aujourd'hui à Pouzol. Peut-être que... S'il y en a quelques... voilà. Des chasses là, il va y en avoir encore. Encore une, parce que j'ai cherché... À côté de chez moi, il y en a une chez les... On regardera au passage. Voilà. Ouais. Parce que poulies, ouais. voilà, il y avait des poulies, des bras sur lesquels étaient montées des poulies et on montait les bottes de paille par l'extérieur avec une corde et on faisait passer les bottes par la fenêtre et la paille servait à isoler la maison. On mettait la paille sur le sol et comme ça on pouvait garder la chaleur au premier. Surtout que les bêtes au rez-de-chaussée produisaient de la chaleur. La chaleur elle monte par défaut et elle se stocke au premier puisqu'il y a justement cette paille sur le sol. C'est Tu prends une vache dans ta cave et voilà. dans ton bureau. Bon, il y a aussi les odeurs qui remontent, hein, mais bon, ça c'est... T'auras le biogaz, t'auras tout le biogaz à tous les étages. Mais en tout cas à l'époque on faisait tout ce qu'on pouvait pour garder la chaleur, surtout qu'au Moyen-Âge il faisait plus froid que maintenant et on avait moins de moyens, donc on avait toujours un feu. Mais On retourne vers le Moyen-Âge. oui, là on est en train de faire un retour. Oui. On a pas le moyen, on y va. Oui, on va retrouver. C'est bien, on va pouvoir revivre ce qu'ont vécu les gens au Moyen-Âge, c'est chouette. Franchement, non, mais c'est vrai que là il fait froid à peu près. Je pense qu'il devait faire ce froid-là. En tout cas, c'était une période beaucoup plus difficile. On va continuer parce qu'il y a une autre maison encore plus jolie derrière. Là, oui. Et donc, vraiment très belle restauration qui permet de parler d'une autre époque, la Renaissance. La Renaissance, on va changer de style au niveau surtout des fenêtres. Au Moyen-Âge, on va faire des fenêtres plutôt circulaires. Là, il faut plutôt aller à Saint-William-le-Désert pour en voir, des baies géminées. Ici, c'est donc la fenêtre typique de la Renaissance qu'on appelle une fenêtre à meneaux. Alors, vous avez 2 fenêtres. La fenêtre à meneaux typique, c'est celle qui est là-bas plutôt à droite. Vous avez une barre verticale et une barre horizontale qui divise la fenêtre. Donc, ça fait 4 ouvertures en quelque sorte. Donc, le meneau, c'est la barre verticale. Ce qui est horizontal, c'est ce qu'on appelle une traverse et ça fait une fenêtre à croisée. Et ça, c'est typique de la Renaissance. C'est vraiment la fenêtre que l'on trouve, par exemple, à Pézenas, qui est la ville Renaissance de la vallée de l'Hérault. Et donc, c'est déjà un signe de richesse. Et seulement, ces meneaux, on les a généralement perdus. Perdus, puisqu'on a instauré, je ne sais plus qui m'en parlait, l'impôt sur les ouvertures. Cet impôt va être créé en 1798 sous le Directoire. On va créer un impôt. Et donc c'est toutes les ouvertures en paix et aussi selon la taille de la fenêtre, de la porte. Donc les propriétaires vont essayer de trouver une solution pour ne pas payer cet impôt, payer le moins possible. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont boucher un grand nombre de fenêtres. Et normalement, un meneau, voilà, il y a 4 ouvertures dans la même fenêtre. Et bien on va en fermer 2 ou 3 pour réduire la taille et comme ça on paie moins.
c'était le cas ici. C'était le cas ici. C'est pour ça que là, c'est vraiment... Quand j'ai commencé les travaux, tout était fermé. Tout était fermé. Oui. Il n'y avait même pas de lumière. Il y avait une toute petite fenêtre ici, là sur le côté, c'est tout. Toute petite, oui. Ils avaient tout bouché. Tout était bouché, tout était. Ils avaient cassé les menus, il y a tout cassé. Voilà, et vous saviez même pas qu'il y avait tout ça. Après, Ah non, c'est vraiment le pur hasard. Un pur hasard. Il y avait un crépi dessus, tout la cornière a été bûché aussi, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, c'est vrai elle est très très belle. Et donc, elle rappelle cet art-là. L'impôt va durer un moment jusqu'à ce qu'on se rende compte que les propriétaires bouchaient pratiquement toutes les fenêtres, rendant les bâtiments insalubres. Il n'y avait plus d'ouverture. Donc, on va supprimer cet impôt en 1926. Et on va le remplacer par un autre impôt, la taxe d'habitation. Il ne faut quand même pas rêver, hein, il y a toujours un impôt. Hein. Oui, c'est pas fini. Il y a toujours un moyen. Il y a du génie chez nous. Voilà. Pour l'administration. Et là, vous avez une très belle fenêtre d'angle. Ça, c'est très rare. Bien mis en valeur avec un joli décor. Hein, et on en trouve ici. Il y en a aussi une à Saint-Jean-de-Fosse, sur la place. Si vous regardez sur la place, on voit une fenêtre Ciselé d'angle. comme ça aussi? Comme ça, moi décorée. Hein. Non, toute simple. Parce que moi, je n'avais pas vu dans la région de ces. C'est la seule que je connais. C'est la seule. Mais moi, à Saint-Jean-de-Fosse, il faut regarder à l'opposé de la mairie. On voit une fenêtre d'angle. On l'appelle la fenêtre des commères aussi. Parce que comme ça, on peut surveiller deux rues de la même fenêtre. Là, c'est le cas. Vous connaissez la seule maison de 4 étages dans la village? Non. Ah oui. On voit que 4 C'est étages. la seule église. Les brebis Ah ben rachelem. là, on peut rentrer et permettre rentrer un peu plus de famille là-dedans. Oui. On va continuer, on va y aller. Alors là, on est à l'emplacement de l'ancien cimetière. Ah oui, le cimetière au Moyen-Âge est toujours accolé à l'église. Puisqu'on se disait aussi plus près de l'église on est, surtout plus près du cœur on est, plus près de Dieu on sera ensuite au paradis. Donc c'est une question de superstition. Et puis il y avait ici, on la verra à l'intérieur, on verra les restes, il y avait la porte qui communiquait entre l'église et le cimetière, on l'appelait la porte des morts. Et c'était donc passer la porte des morts et on enterrait le corps ici. Alors, le cimetière était généralement assez petit et on réutilisait les tombes. Et ça, c'est ce qui a rendu un peu les lieux assez même insalubres. Il y avait gros problèmes de maladies au contact de ces cimetières. Et c'est pour ça qu'au début du 19e siècle, on va légiférer et on va ordonner que les cimetières soient mis hors de la ville. Et vous allez voir, donc toutes les villes maintenant ont leur cimetière à l'extérieur, sauf les vieux villages où il n'y a que quelques tombes et qui restent à côté de l'église. Mais c'est terminé. Donc là, le cimetière avec la porte derrière. Cette église, très ancienne puisqu'on a déjà, elle est citée au début du XIIe siècle, mais elle doit être antérieure. Au départ, elle devait être plus petite, c'était la chapelle du château. Certainement dès le départ, elle a dû être consacrée à Saint-Amand. Est-ce que vous connaissez Saint-Amand? Oui, un peu entendu parler. Qui c'est ce monsieur? Alors Saint-Amand, c'est le premier évêque de Rodez, entre 400 et 440. Ce monsieur, alors il y a toute une légende, de toute façon, pour des saints. On raconte que Amand est arrivé à Rodez et qu'il a vu que le peuple des Rutènes, qui habitait là-bas, idolâtrait toujours une idole, Ruth. Il est furieux, il dit c'est pas possible, il faut christianiser ces gens, donc il fait l'appel à Dieu, il prie, et Dieu jette la foudre sur l'idole qui tombe dans un gouffre qu'on appelle le gouffre de la Yule. Et donc ce saint va devenir le saint local. Il se développe surtout dans le Massif central, mais il va ensuite, on va trouver beaucoup d'églises dédiées à Saint-Amand dans le Languedoc et la Provence. En fait, c'est à peu près le même territoire. Et on va le fêter le 4 novembre. Là, donc l'église Saint-Amand. Alors au départ, c'est écrit Saint-Amand avec un D, et maintenant c'est Saint-Amand avec un S. Alors je propose qu'on aille la visiter. C'est parti. Allez, je crois qu'elle est déjà allée l'ouvrir. Ben ouais, c'est vrai. J'étais vite. Du coup, mais il y a le régal aussi. Je vais l'arrêter. Aussi pour les intervenants, si.
Oh, une fois que je viens pas pour un enterrement. Parce qu'en général, Bon, je vais pas faire la messe. Donc, l'église de Saint-Amand, il y a différentes époques de construction. Bon, la partie la plus ancienne, c'est l'abside, ça se voit bien d'ailleurs, avec la voûte en cul de four, cette voûte semi-sphérique qui rappelle le four à pain, un cul de four. Et certainement que la première partie de l'église s'arrêtait par là. Donc il y avait l'abside en cul de four et ce qu'on appelle ici une voûte en berceau, donc d'époque romane. Ça doit être certainement la chapelle du château. On pense aussi qu'il devait y avoir une continuation, sauf qu'on ne sait pas la grandeur, on ne sait pas comment elle était voûtée. Mais au départ, elle devait être voûtée en berceau aussi. En tout cas, il y a ici une base romane. Sauf qu'aujourd'hui, on a des voûtes en croisée d'ogive. Cette nef, elle date du 15e ou 16e siècle, donc postérieure à la première église. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a certainement une base romane, puisqu'on a des traces très anciennes, mais après, quelle était la grandeur de l'édifice? Bonne question. Et donc, première phase, donc, cette partie, ensuite cette partie-là. Et enfin, on va rajouter le collatéral. Le collatéral n'existait pas, il n'y avait qu'une nef unique. On va d'abord ajouter ces deux travées-là, ce sont les espaces entre les piliers. On va l'appeler la chapelle de la Vierge. Et là, on pense que c'est Guillaume d'Hugues qui a dû financer la construction de cette partie-là, parce qu'on va découvrir sur une des clés de voûte l'armoirie de la famille d'Hugues. Donc 17e siècle. Et enfin, on va rajouter la dernière travée du collatéral derrière. Là, il y a pareil une date sur la clé de voûte, donc on sait que sûr, c'est 1839. En 1839, la communauté est trop importante pour l'église, donc on a décidé de rajouter donc un espace pour la messe, pour les fidèles, pour qu'ils assistent à la messe. Et enfin, on va rajouter au début du XXe siècle la porte qu'on va refaire et la tribune supérieure. Vous voyez, beaucoup d'étapes différentes. Là, on a un beau bâtiment restauré, qui a été restauré en 1975. On a découté les murs notamment, enlevé tout le crépi. On voit les belles pierres de taille. Bon, c'est toujours la pierre de Pouzol, sur calcaire. Et on va découvrir aussi, en nettoyant, cette trace noire. Cette trace noire, ce qu'on appelle la litre seigneuriale, et on peignit en fait le contour de bande noire lorsqu'un seigneur décédé. C'est une marque d'un décès d'un seigneur. Donc très bel édifice. On va fermer la porte des morts, donc qui est ici, on la voit bien maintenant. On voit bien donc une porte assez ancienne parce qu'elle est en plein cintre. Et on va dedans incruster un bas-relief qui était avant situé à l'extérieur. Comme ça, maintenant, il est protégé. Il est à l'intérieur. Et il s'agit d'une pietà. Alors, je vais vous montrer. Je vais passer... Alors, la pietà, c'est la Vierge qui pleure son fils décédé. Alors, la Vierge est très grande. Comparé aux autres personnages, donc c'est le personnage le plus important de la scène, et elle porte sur ses genoux le Christ. Vous voyez, il n'y a pas du tout de rapport, enfin, les dimensions ne sont pas du tout respectées. Donc elle porte son fils sur ses genoux, on voit qu'elle est vraiment très triste, l'expression est bien marquée. Et c'est ici Jean qui tient la tête du Christ, et de l'autre côté, vous avez Marie-Madeleine qui porte un vase, certainement un vase de parfum. Cette pietà est ancienne, puisqu'on pense qu'elle date du XVe siècle. Donc il y a cet élément-là qui a été retrouvé, et vous avez ensuite dans le mur là-bas, on le verra en sortant si vous ne le voyez pas, une autre sculpture, certainement de la même époque, mais aussi très difficile à déterminer. Soit c'est un saint, soit c'est un pèlerin. En tout cas, il porte un bâton.
et il a une tunique. Alors, à savoir qui ça peut être. En tout cas, voilà, 2 bas-reliefs très anciens. Ça, c'est le premier trésor conservé. Elle est vieille. C'était à l'extérieur. Les deux étaient à l'extérieur. Derrière ce Ils étaient là. Un second trésor. tu vas passer à l'église, pardi. Non, mais quand je viens, j'écoute le curé. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la partie, c'est la cuve. La colonne a été refaite, la cuve en marbre. Ces fonds ont été donnés à l'église par Guillaume Tugue. On le sait parce qu'il y a le blason de la famille ici. Donc le blason, c'est un écusson avec un lion surmonté de 3 étoiles, armé de 3 bâtons. Et il y a en dessous les 2 initiales GH, Guillaume Tugue. Et en dessous, vous avez marqué général ordre mineur. Donc c'est qu'il était général de l'ordre mineur des franciscains. Donc ça, c'est sûr, c'est lui. La particularité, c'est que la vasque contient 3 bassins en fait. Donc c'est assez rare. Généralement, on en trouve plutôt 2. Un qui était plein d'eau bénite et l'autre vide. Et c'est là où on versait l'eau sur la tête de l'enfant. Là, il y en a 3. Assez rare. Là, c'est le second trésor. Après, pour regarder, vous pouvez soit vous lever, soit je sais pas si vous prenez le pas. Peut-être pas vous rentrer, mais moi, ça se voit. La chapelle de la Vierge, alors je vous disais qu'on pense que c'est Guillaume Tugue, puisqu'ici il y a le même écusson que sur la vasque, donc toujours le lion barré de 3 bâtons surmonté de 3 étoiles. Mais après, c'est l'écusson de la famille, donc il faudrait voir si c'est vraiment lui ou pas. En tout cas, c'est la famille Tugue qui l'a financé. Et ici, vous avez le retable de la Vierge. Bon, c'est un retable. On trouve beaucoup de ce genre-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce retable a été amélioré, complété lors de la restauration en 1975 de l'édifice, puisque la statue a été donnée à ce moment-là par le couvent de la rue de la Candolle à Montpellier, les Ursulines, ont donné cette statue du XVIIIe siècle pour donner le retable. C'était donc la restauration de 1975 a été importante pour l'Église puisque il y a eu tout ce travail qui a été fait et puis c'était une forte volonté des habitants du village et des anciens Cousolets puisque c'est la mairie qui a lancé une souscription et tout a été financé par les dons des habitants. Donc c'est vraiment un travail du village. Donc il y a eu tout ce décapage et le rajout de la statue. Enfin pour terminer, vous pouvez rester là, ça dépend si vous les voyez ou pas, les statues. Alors, aussi, ce qui s'est passé à ce moment-là, on a supprimé toutes les statues peintes, on n'a gardé que 3 statues dorées. Et là, c'est vous qui allez me dire qui sont ces personnages. Alors, à votre avis, qui est ce monsieur ? Alors, il faut regarder toujours les attributs. C'est un monsieur barbu et il tient une fleur de lys dans ses mains. La fleur de lys, c'est le symbole de la pureté et de la virginité, et surtout de la virginité d'une certaine dame. Marie. Voilà, et donc ici c'est son mari en fait, c'est Joseph. Joseph, il est représenté soit avec son équerre de charpentier, soit avec une fleur de lys. Je vous dis ça parce qu'après, ce qui est intéressant dans les églises, c'est qu'on peut se balader, on voit des statues, et après on peut deviner qui c'est, grâce aux attributs. Donc, je vous explique juste, voilà, donc là c'est Joseph. À côté, est-ce que vous avez une idée? Une épée. Voilà, c'est... Et un livre. Oui, c'est Saint Paul. Saint Paul a écrit les épîtres, donc il a le livre, un peu comme les évangélistes, et il a une épée. L'épée symbolise son martyr, puisqu'il a été décapité. Pauvre monsieur. Mais on le considère comme le 13e apôtre,
Et il est omniprésent dans toutes les églises. Vous le reconnaîtrez toujours avec l'épée. Et enfin, dernière statue, un peu plus difficile. Oui. Ça aurait pu. Alors là, celle-ci, il faut savoir. Pourtant, elle a beaucoup d'attributs. Hein. Elle a une couronne de fleurs. Elle tient des flèches dans sa main. Elle a une encre. Et voilà, puis après, elle est bien habillée. C'est une sainte, c'est Sainte Philomène. Oui. Sainte Philomène, c'est une histoire assez spéciale. Sainte Philomène, c'est une sainte assez récente puisqu'elle a été découverte qu'en 1802. On a retrouvé dans les catacombes de Priscilla à Rome un tombeau sur lequel il y avait 3 pierres avec des inscriptions et des symboles. Il y avait l'encre, des flèches, une lance, des fleurs, une palme. Et tout ça, ce sont des symboles chrétiens. Et l'inscription, il y avait marqué dessus Lumena Pax Te Cum Fi. Alors, ils se l'ont mis dans le mauvais sens, c'est Pax Te Cum Philomena. Et ça veut dire que la paix soit avec toi, Philomène. Et donc, ils ont ouvert le tombeau, ils ont découvert dedans le corps d'une jeune fille qui devait avoir 13-15 ans, avec un trou dans le crâne, et elle était accompagnée d'une petite fiole de sang desséché. Le sang desséché, ça se faisait dans les tombes de chrétiens. Donc tout corrobore, il y a une sainte ici. Et elle doit s'appeler certainement Philomena. Sauf que Philomena, ça veut dire bien-aimée. Donc à l'époque, on se méfie de rien. Et on sort la tombe du catacombe et on la place dans une église. Et il y a plein de miracles qui se produisent. Tiens, super, on a une nouvelle sainte et on va l'appeler Philomena, puisque c'était ce qu'il y avait écrit sur la tombe. Sauf qu'en fait, on est sûr de rien. Donc je vous dis, Philomena, ça veut dire bien-aimée. Donc on ne sait pas si c'est son nom ou si c'est juste un surnom qu'on lui a donné. Et après, quand on y réfléchit, les pierres n'étaient pas dans le bon sens. Ça veut dire aussi quelque chose. Et en effet, les archéologues se sont rendus compte que lorsque les pierres avaient été changées de place, c'est que ce n'est pas le corps d'origine qu'il y a dedans. Donc certes, ils ne sont pas sûrs en fait que c'est donc la personne, Philomena, à l'intérieur. Ils ne savent même pas quel est son véritable nom. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle réalise des miracles, donc elle est restée sainte. Mais voilà, il y a tous des doutes autour de ce personnage. En tout cas, c'est un personnage où vous allez trouver vraiment plein de symboles. Et surtout l'encre, qui est assez particulière, qui est un très vieux symbole chrétien, qui veut dire qu'on est ferme dans la religion. Généralement, c'est pour prouver qu'on est de grands religieux et qu'on ne doute pas de la religion. L'encre. Voilà, en tout cas, c'est pour fermer la parenthèse, c'est des choses qui peuvent vous servir. Pour ça, si vous allez dans une église trouver une statue, n'hésitez pas à vous en servir. On continue ? Oui. Les rez-de-chaussée servaient de maselle, de marché ouvert, en effet. Voilà, ça dépend des maisons. Ça dépend. Et les maisons du centre, enfin, la maison qui était en face des murs d'enceinte, elles sont plus récentes que les murs d'enceinte. Enfin, oui. La maison qui est à côté de l'église là. Sur la petite placette. Oui, ouais. Je pense que oui, parce que là, on ne sait pas exactement où était le cimetière, mais à mon avis, elle a été construite après, parce que sinon, elle était vraiment accolée au cimetière. Donc, oui, mais elles sont anciennes, elles sont voûtées et tout, elles sont comme la mienne, hein, les maisons. Je ne sais pas. Ouais. Il faudrait voir selon les dimensions, la place. Peut-être que la maison de Joséphine, elle est plus récente que la tienne, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a marqué. Il y en a une qui n'était pas là. Qui n'était pas là, qui a peut-être été reconstruite. Alors oui. Le mur d'enceinte, il était, on le voit là, il était là. Il passait, il y avait le collatéral, il n'y était pas, il n'existait pas. Donc c'est vraiment, il passait au ras, voilà, plutôt de la nef. Il passait là. Et il y avait donc ces tours d'angle. La fortification actuelle ne date pas du XIIe, elle date du XIVe siècle. Elle a été refaite régulièrement, il fallait refaire. Hein. Et certaines parties ont certainement aussi été aménagées plus tard, quand on a dû équiper les fortifications pour qu'elles fassent face aux armes à feu. Parce qu'après, il y a eu aussi un changement technologique important et il fallait faire face à ça. Donc il y a eu certainement beaucoup de changements
Et aussi, il faudrait voir quelle était la véritable hauteur des murs, difficile à savoir, parce que là aussi il y a beaucoup de modifications. Mais ça, ça restera toujours un point d'interrogation. Alors si on s'arrête ici, c'est parce qu'il y a le château d'eau. L'eau courante c'est arrivé au village qu'en 1962. C'est assez récent. Avant, donc pas d'eau dans les maisons, à part les maisons qui avaient des puits privés, mais sinon il fallait aller au puits. Pour laver, il fallait aller au lavoir. Donc c'était une autre vie qui régnait le village. Donc je vous ai dit qu'il y a eu plusieurs cas de typhoïde dans les années 1930 et donc il fallait chercher une solution pour avoir de l'eau pure. Et donc les travaux les recherches ont commencé en 1951 et c'est seulement donc en 1961-62 qu'on a construit tout le système d'adduction en eau et le château d'eau. Donc c'est vraiment la révolution dans le village, c'est comme l'électricité. Aujourd'hui on ne se rend pas forcément compte du changement qu'on a. Rien qu'on en parlait appuyé sur le bouton de la machine à laver. Voilà. Avant, on en parlera au lavoir, on parlera de cette phase-là de la vie des femmes. C'était très dur, laver le linge. En tout cas, donc ça a vraiment changé la vie du village. Et là, on est dans les faubourgs. Ce parc, au départ, appartenait à la famille d'Arnaud, donc seigneur du château, qui vont ensuite vendre ces terrains. Et aujourd'hui, donc c'est le parc. Alors ce que je propose, c'est qu'on passe par ici, on va faire juste un petit tour et on va aller ensuite vers le lavoir. Ça vous va? Ouais. Allez, comme ça. Il ne fait pas trop mauvais, les nuages sont au loin. Ici on entre dans les faubourgs. Les faubourgs se sont développés à partir de la Révolution française, puisque c'est à ce moment-là où on a moins besoin de protection. Et on va construire des maisons beaucoup plus grandes. On va appeler surtout on les appelait maisons vigneronnes, parce qu'ici c'était surtout la viticulture qui faisait vivre le village. Et on va construire des maisons beaucoup plus grandes. Et là il va y avoir plusieurs pièces. Et notamment au premier étage, on va avoir le salon, la salle à manger, des chambres. Tout ça n'existait pas avant, hein. C'était waouh, une grande avancée. Et aussi, généralement, derrière la maison, il y a un jardin. Comme si, au Moyen-Âge, je ne connaissais pas. Là, vous avez donc une jolie rue avec différentes maisons, donc plutôt au 19e, 20e siècle, mais très très bien entretenues. Et on voit aussi tous les décors de ferronnerie. C'est l'époque où on va développer cet art-là, qui montre aussi la richesse de la famille qui vit dans la maison. Et vous allez voir, donc très très beau décor. Donc, à Pouzol, il faut aussi, quand on déambule dans les rues, lever la tête pour voir toutes ces petites richesses. Et là, donc, vous avez une très très belle maison là. Et juste si je m'arrête ici, parce qu'on voit qu'il y avait d'anciennes caves. Et ce sont généralement des portes qui donnaient sur les caves à vin. Et on rangeait aussi les charrettes, les instruments pour le vin, hein, pour la vinification, merci, je vais chercher le mot, les cubes, voilà. Donc on en voit beaucoup autour dans le faubourg. Ici c'était le vin et le raisin de table. Le vin va se développer à partir du fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, puisqu'on va remplacer la polyculture. Avant on cultivait de tout, puisqu'il fallait qu'on produise sur place, on mangeait ce qu'on avait. Par la monoculture du vin, puisque c'est une époque où on va exporter beaucoup. C'est l'époque où les gens vont partir vivre en ville et donc les paysans vont exporter leur production en ville, et notamment le vin. Et ici, donc, beaucoup de caves à vin autour du centre historique. Ce qui va aussi favoriser le développement économique du vin et du raisin de table, c'est le chemin de fer. Oui. L'intérêt local de Gignac. Voilà, il y avait une ligne de chemin de fer qui a été construite à la fin du 19e siècle entre Montpellier et Rabieux, à côté de l'Odève. Cette ligne qu'on appelait donc une ligne d'intérêt général, local, général quand même pas, reliée donc par passer de Montpellier, passer vers La Boissière-Agnan, revenait à Gignac et ensuite partait en ligne droite vers Rabieux.
Elle a ouvert en 1896 et servait surtout au transport des marchandises, mais aussi un transport voyageurs. Dans Montpellier, l'itinéraire, c'était la voie rapide actuelle. Oui, C'est ce qu'ils ont. Là où ils ont fait la voie rapide. la voie rapide. Et c'est dommage qu'on ait perdu ça. Encore qu'on peut la voir entre la Boissière et Aniane, on peut voir encore des rails. Et même quand on passe sur la route, on voit les ponts. Où étaient- Des trucs à Et le Saint-Paul-de-la-Place. Aussi, oui, à Saint-Paul aussi, oui. Un ouvrage d'art. Et c'est d'ailleurs peut-être, on ne sait pas, peut-être que ça sera réutilisé ultérieurement, dans le futur, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'était important. La ligne s'est arrêtée véritablement, si je ne me trompe pas, en 1963. Donc ça a duré un long moment. Et c'est ce qui permettait d'envoyer toute la production à Montpellier et ensuite, généralement, vers Paris, vers les grandes villes. Donc ça, c'était essentiel. D'ailleurs, on a eu l'envie de construire une ligne ici, ce qui ne s'est pas fait. Mais il y avait une autre ligne qui passait à Campagnan-Entier, une gare à Campagnan. Clermont-Lérault. Voilà, qui passait là. Voilà. On expédiait les raisins de table. Exactement, c'était par là. Et ça remontait sur Paris par la ligne Béziers. Le Sargue. Oui, aussi, oui. Ça dépendait en fait, il y avait deux réseaux et en effet, ça passait par là. On Voilà, continue? Oui. derrière vous, ça et ça, ce sont des anciennes caves avec les cuves en béton ou des foudres. Oui. Là également, Oui. bon là on ne voit plus la porte d'entrée, un portail. Et tout ça, on fabriquait, on faisait le vin là-dedans. Et vin. cette porte, c'était là où il y avait le fouloir derrière. On vidait les comportes de vin. D'accord, donc J'ai connu ça à l'âge de 10 ans. d'accord, ah ben c'est bien, donc c'était c'est bon, donc vous avez prouvé que. Oui, mais c'est connu. Enfin, Alors, donc ici il y a beaucoup d'installations pour gérer l'eau et vous avez. On a un silure, on a trouvé un silure mort dans le canal qui faisait ça de long et ça de diamètre, la tête. Il y a. Elle est marseillaise. Ah non. Il y a 3 semaines. Il était comme ça. Mais c'est possible, sinon c'est possible. Non, je l'ai vu. Il venait de la rivière. Ouais. Donc a priori, il fait. Un petit plaisantin. Possible aussi, mais dans les Raux il y en a. Enfin bon, donc c'est pour ça c'est un que silure, ils l'ont pas amené du lac Léman, hein, Ah il non. vient d'ici. Hein. Ah oui, il vient d'ici, oui. Ah oui, oui. Mais l'autre jour, je crois qu'ils en ont pêché un dans l'Orbe. Il y a un immense. Dans l'Orbe Dans l'Orbe. C'est pas si profond que ça. Ils en ont trouvé un. Je ne sais plus combien, mais en tout cas immense. Donc, non, Ça c'est fait c'est genre tout à fait possible. Énorme poisson-chat avec la tête un peu claire, Voilà. avec les moustaches là, comme ça. C'est ça que je suis une grimace. Alors, bon, je vois, ça va, il n'y a pas trop de voitures, c'est bon. Le canal de Gignac, c'est certainement une des plus importantes installations ici, puisque cela permet d'irriguer les cultures. Mais au départ, c'était pas censé être un canal d'irrigation. On l'a construit pour noyer les vignes. Voilà, parce qu'on l'a construit à la fin du 19e siècle, en 1890, parce qu'il fallait qu'on trouve un moyen pour lutter efficacement et durablement contre le phylloxéra, qui était cet insecte, cet insecte qui s'attaque aux vignes et qui les détruit. C'était un problème qui avait déjà commencé il y a un certain nombre d'années, quand en 1890, ils décident de noyer les vignes. Ils avaient essayé différentes solutions. Ils se sont rendus compte que quand le sol est de sable, sablonneux, c'est parfait. Le phylloxéra ne peut pas s'attaquer aux vignes, sauf qu'on ne peut pas mettre du sable partout. Ils avaient essayé de badigeonner différents produits, mais c'était coûteux, difficile, il fallait recommencer chaque année. Donc ce qu'ils préfèrent faire, c'est construire un système de canaux qui permet donc de noyer, de tuer l'insecte. Le canal prend sa source en amont de Saint-Guilhem-le-Désert, au barrage. Là, le canal court sur la rive gauche du fleuve Hérault. On le voit quand on est sur la route des Gorges, on le voit en face. Et au niveau du pont du Diable, il y a un pont, un aqueduc qui permet la division sur les deux rives. Alors côté rive droite, il fait à peu près une quinzaine de kilomètres, il s'arrête à Serras. Il passe à Saint-Jean-de-Fosse, La Gamasse, Saint-André-de-Saint-Gonis et Serras. Et ici, sur la rive gauche, il fait 27 km de long. Il passe à Puy-Chabon, Aniane, Gignac. Et ensuite, il arrive ici, Paupian, Pouzol, Le Pouget
puis lâché, il s'arrête à Tressan. Donc ça c'est pour les deux canaux principaux et après il y a plein de canalettes de réseaux secondaires pour aller dans les terres. Donc la solution d'irrigation, de noyer, ça c'était très efficace, sauf que le problème c'est que c'est pas forcément bon non plus pour les cépages, pour le vin en lui-même. Et ensuite on ne peut pas forcément inonder toutes les vignes. Parce qu'il y en a qui sont sur en hauteur, c'était pas facile, on ne pouvait pas amener le canal partout. Donc on le tue à un endroit, mais on ne le tue pas à d'autres. Donc c'était pas viable. Donc il y a une autre solution qui va être découverte au bout d'années et d'années de travail. Ils vont découvrir que les cépages américains sont résistants au phylloxéra, parce qu'en fait le phylloxéra vient des Amériques. Donc les pieds là-bas sont immunisés. Ils vont décider d'amener les cépages américains en France. Mais bon, on ne va pas détruire tous nos cépages français, surtout que je pense que le vin français, quand même, ça va mieux que le vin américain. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les pieds américains comme porte-greffe et dessus, ils vont planter le cépage français, ils vont le greffer. Et comme ça, le cépage va bien parce que l'insecte ne peut pas monter à la plante. Donc c'est la solution qui va être adoptée. Mais le canal, il est construit, donc très bien. Parce que grâce à ça, on peut irriguer toute la vallée de l'Hérault. Et donc depuis, il y a une association, un syndicat qui gère le canal et qui permet, voilà, la ZAC est située à Gignac, au parc Almacé, et qui gère tout l'ensemble et qui le restaure, qui le nettoie. Et on pense bientôt, ce qu'ils voudraient faire, c'est essayer de le couvrir au maximum. C'est ce qu'ils font parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de pertes suite à l'évaporation. Et puis quand il y a trop d'eau, ça déborde. Enfin, ils ont trop de pertes, donc le travail maintenant, c'est de couvrir le canal au maximum. Là, peut-être que dans le futur, on ne le verra plus. Normalement, on ne le verra plus comme ça. C'est dommage. Denise, c'est dommage. À mon avis, il y a plus de pertes par les craquelures du canal qu'il y a partout, les fissures, qui fait comme il y a des terrains en aval qui sont inondés. On peut passer en tracteur en hiver, mais vous passez en tracteur au mois de juin, on s'embourbe, alors qu'a priori... Quel est le pourcentage de l'eau perdue, à votre avis? Je pense qu'il y a beaucoup quand même. Hein, à votre avis, oui. Au moins 30% de la flotte est perdue. Je pense que si... Qui ne part pas dans vous avez vu les très beaux arbres qu'il y a en dessous du canal, le long là-bas, en dessous du quartier des Mazes, les chênes superbes. C'est pas... Ah bah oui. Ils boivent bien, hein. Donc voilà, c'est bien. Mais ça, c'est à cause de la nouvelle loi sur l'eau qui fait qu'on est obligé de restituer à la rivière à peu près, je crois que c'est 90% de l'eau qui est prise, alors qu'avant c'était... On peut maintenant garder 10%, alors qu'avant on pouvait en garder 40%. Donc il faut, on en perdait sur plus de 30%. C'est surtout ça. Et puis l'optique, c'est de ne plus arroser les parcelles par inondation, mais avec du goutte à goutte. Et c'est pour ça que les tuyaux qu'ils mettent actuellement, avec une vanne sur chaque parcelle, c'est pour faire de l'arrosage avec du goutte à goutte basse pression, comme technologie. À l'origine, les gens avaient pris un abonnement ça s'est vécu de génération en génération. C'est pas supprimé, même si on ne prend pas l'eau. Oui, c'est à vie. C'est à vie, la parcelle est abonnée à vie. Voilà. C'est bien ça, moi. Qu'on soit content ou pas content, on est obligé de payer. Voilà. Allez, c'est réglé. Même certains dont les canalettes sont abîmées et où l'eau ne peut plus arriver jusqu'à la parcelle. De l'autre côté, en dessous du village, là, il y a des endroits où les canalettes sont hors de... Après, oui, ça c'est... Bon, c'est un bel ouvrage. Hein. On va aller voir la dernière installation hydraulique. Les lavoirs sont alimentés par le ruisseau de Lussac, mais aussi par le canal de Gignac. Quand il y a un trop plein d'eau sur le canal de Gignac, une partie est déversée dans le ruisseau, et c'est certainement ce qui doit se passer aujourd'hui. Il y a trop d'eau, et il y a même trop d'eau pour le lavoir, donc ça déborde. Et le lavoir est composé de deux parties qui ne datent pas de la même époque. Le grand bassin, c'est celui qui est le plus ancien. On sait qu'il existait déjà quand ils ont construit. Ils ont dévié la route du Pouget et construit ce pont en 1857. Donc très vieux lavoir. Et ensuite la seconde partie, plus petit bassin, a été rajoutée quand ils ont construit le pont de Gignac. Justement pour régler un petit peu le flux. Et on voit aussi ici qu'il y a une autre vanne
si besoin. Donc il y a plein de vannes, ça a été rajouté avec le canal de Gignac. Les lavoirs ont beaucoup servi bon, jusqu'à l'adduction d'eau, en 1962, c'est énorme. Et les femmes ici lavaient surtout 2 fois par an. Parce que ça coûtait beaucoup, c'était très difficile. Elles venaient toutes ensemble pour discuter, hein, c'était plus facile. Et ça, c'est surtout au bord de l'Hérault qu'elles allaient à l'époque où on me lavait 2 fois. Ah oui. Parce que là, moi je l'ai connu en fonction et là on y venait toutes les semaines. Disons qu'il y a deux grandes lessives et après les lessives c'est hebdomadaire. Mais il y a 2 grandes lessives. Il y en avait une qu'on faisait avant l'hiver pour laver le maximum de choses pour durer tout l'hiver. Et après, il y en avait une seconde lessive au mois de mars où on lavait le maximum pour tenir toute la saison, où on allait au champ, puisque les dames ne pouvaient pas forcément tout faire. Elles ne pouvaient pas aller au champ et faire la lessive. Après, il y avait toutes les semaines la lessive hebdomadaire. Mais en tout cas, les grosses lessives, c'était 2 fois par an, les grosses. Après, vous aviez, donc on ne lavait pas forcément ici. On pouvait laver près de chez soi. Les dames lavaient le linge, elles faisaient bouillir de l'eau avec des cendres. Les cendres dégagent de la soude qui sert de détergent. Elles pouvaient laisser mijoter en quelque sorte toute la nuit pour imprégner le linge du détergent. Ensuite, elles venaient à la rivière où elles battaient le linge et elles le rinçaient. Parce que c'est là où on avait besoin de grandes quantités d'eau, c'était plus pour le rinçage que pour le lavage. Donc elles venaient ici après donc rincer le linge. Ça c'était donc la vie, ça occupait une grande place de la vie de ces dames parce que, donc je vous dis, c'était un travail rude et c'est là aussi où on pouvait discuter de la vie du village. C'est là où il y avait un peu aussi les commérages, on raconte, mais c'était là où elles se retrouvaient. Et donc les lavoirs ont été restaurés en 2005. Restaurés en 2005, ça a été en fait un mouvement qui a été décidé par la communauté de communes de restaurer une grande partie du patrimoine hydraulique de la vallée de l'Hérault, des villages en proximité de l'A75, pour dire aux touristes, venez, arrêtez-vous chez nous, il y a plein de choses à voir, venez découvrir le patrimoine hydraulique de la vallée de l'Hérault. Et donc ils ont restauré plusieurs bassins, plusieurs lavoirs, donc celui de Pouzol, mais aussi au Pouget, il y a eu à Pulaché, Paupian, Gignac, il y en a eu beaucoup, et donc c'était dans cette volonté-là. Après, ce qui est dommage, c'est que quand même, des lieux ne sont pas forcément entretenus tout le temps, et peut-être qu'il faudrait essayer de les mettre en valeur un peu plus, pour que les gens viennent jusqu'au lavoir, parce que c'est vrai que c'est un peu caché, et selon les villages, on n'y pense pas forcément à aller jusqu'au lavoir. Et là, en tout cas, ils ont restauré, ils ont trouvé une belle calade au fond des bassins et ils ont restauré tout le système et aussi les vannes pour fermer les bassins. Donc voilà, pourquoi pas ici faire quelque chose, hein. C'est vrai que ça manque. Bon, on va revenir vers le village, il fait un peu frais ici, hein, je trouve, non? Je prépare le petit air frais là, c'est... Et là, on voit les maisons qui ont été collées au mur d'enceinte, qui ont été rajoutées ensuite, collées. Qui dépassent. Et là, ce sont de belles maisons où on voit les formes, les vieilles maisons de village. Il y avait une porte. Ah, une porte, voilà, mais oui, pas comme ça en tout cas, mais une porte. C'était pas le porte. Voilà. L'entrée principale. Pas de l'autre côté. 960. Il y avait une porte aussi. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'église, c'était fermé par contre. L'enclos, c'était les écuries du château. Oui. D'ailleurs, cette rue s'appelait la rue des écuries. Voilà, donc on a à peu près fait tout le tour. Donc, dernière chose, on a emprunté la rue des Chasselas, donc c'était la richesse principale. Juste pour terminer sur ce sujet, c'est donc le Edmond d'Alson, vicomte du Pouget, qui a amené les greffes d'Alzon, excusez-moi, à la fin du 19e siècle, et ça va faire la fortune du Pouget et de Pouzol. On va planter du chasselas un peu partout, du tout le territoire, hein, là c'est pour résumer. Et la production va augmenter, va atteindre son apogée après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était aussi beaucoup de familles qui vivaient de ça, on appelle aussi même des
travailleurs des autres villages et espagnols pour aider à Carabotte. Ils venaient en bateau, voilà, traverser la rivière en bateau pour venir ici, pour venir cueillir le raisin de table qu'on mettait dans des paniers et qui partait en train donc, vers les grandes villes. La production va baisser dans les années 70 notamment et jusqu'à presque disparaître. Donc il y en a toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Très très peu. Et c'est pas forcément du chasselas. C'est sur d'autres grains beaucoup plus gros, mais il y en a encore un petit peu, moins sur la commune, mais un petit peu partout dans la Vallée de l'Hérault, mais c'est beaucoup moins parce que ça coûtait, il y avait beaucoup de concurrence, ça coûtait par rapport entre la production et la vente, il n'y avait pas assez de bénéfices, donc on a changé, on a surtout planté de la vigne. Il y a eu des erreurs commerciales. Commerciales, ouais. Et puis on a planté donc de la vigne, et puis on est retourné sur aussi un petit peu de polyculture actuellement, avec un peu plus de céréales et de fruits maraîchers. Mais en tout cas, voilà, c'était la richesse principale du village. Alors j'espère que ça vous a plu ce tour. C'était assez complet, bon, on a abordé beaucoup de choses. Et donc c'est bien parce que vous m'avez appris plein de choses aussi au passage, donc c'est bien. Pour la prochaine fois, je fouillerai certains points. Et merci d'être venu. Alors je ne sais pas s'il y avait de nouveaux pozolés qui... récemment... Oui. Donc maintenant vous savez tout sur l'histoire du village, c'est bien. Et en tout cas merci. Donc, merci à vous. Merci. Bravo. Tu m'as bien aidé en tout cas. Voilà. Cécile, on parle de concentration. Cécile, on parle de C'est l'historienne. Je dis que je vous remercie aussi de toutes les informations récoltées. Ah bien alors. Vous êtes allé chercher. Alors, histoire de l'art, et après j'ai passé le diplôme de guide national, donc, qui est il y a une carte à prendre, une carte professionnelle. Mais voilà, c'est l'histoire de l'art. Ah oui.